Merci, Monsieur le Président Tanmirth Chiyan. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être parmi les membres de ce panel composé de scientifiques et d'experts éminents. Et dans ce lieu symbolique qui est porteur d'une grande histoire, effectivement, mon intervention va porter sur le patrimoine local au service du développement. Et comme vous le savez, le Maroc, en raison de ses spécificités culturelles, de son histoire plusieurs fois millénaire et de sa position géographique, qui fait de lui un carrefour de civilisation, dispose d'un patrimoine riche et diversifié. On entend par patrimoine l'ensemble des biens matériels et immatériels qui constituent un héritage traditionnel transmis de génération en génération au sein d'une communauté. Cette communauté lui confère une valeur liée à son passé et qu'il souhaite transmettre à ses descendants. Dans notre travail, nous allons nous interroger nous allons interroger le rôle du patrimoine dans le développement. Autrement dit, comment le patrimoine peut susciter une dynamique socio-économique susceptible d'améliorer les conditions de vie des populations et comment la richesse et la diversité du patrimoine peut s'intégrer dans le processus de développement. Je commence d'abord par la notion de patrimoine. Le patrimoine se définit comme l'ensemble des biens ayant une importance artistique ou historique certaine. Cet ensemble de biens culturels est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public. Le patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre aux générations suivantes. On distingue donc un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel est l'ensemble de biens matériels. Il peut être considéré comme un héritage ancestral, la quintessence des connaissances et des pratiques millénaires. En tant que bien matériel, le patrimoine se présente sous différentes formes, liées au savoir-faire et différentes pratiques ancestrales. On distingue le patrimoine, par exemple, architectural, les kasbahs, les qsours, les greniers collectifs, les sites historiques, religieux, comme par exemple dans la région de Khnifra, la Zaouia de Dila, qui est dans un état de dégradation. On distingue aussi les systèmes agro-pastoraux, les techniques d'irrigation, gestion des parcours et des milieux naturels, et les produits de l'artisanat, par exemple la tapisserie, très connue ici à Khnifra, la bijouterie, la quincaillerie, etc. Ces formes sont l'apanage, bien évidemment, de cette ère culturelle, alors donc du Moyen Atlas. Concernant le patrimoine immatériel, cette notion de patrimoine culturel immatériel est apparue au début des années 90, en contrepoint au patrimoine mondial tourné essentiellement vers les aspects matériels de la culture. La Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée le 17 octobre 2003, la définit comme suit, c'est-à-dire le patrimoine immatériel. Je cite, « On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération et recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Fin de citation qui concerne la définition du patrimoine immatériel.
Le patrimoine immatériel s'incline sous différentes formes. Tradition gastronomique par exemple, et expression orale, y compris la langue qui est le vecteur de ce patrimoine, pratiques culturelles, par exemple les rites, les croyances, les us et coutumes, les fêtes, les cérémonies et différentes productions collectives, production littéraire essentiellement orale, comprend différents genres, par exemple les légendes, les mythes, les contes, les épopées, les chroniques, les chants, les proverbes, les devinettes, les morales, les énigmes, la poésie, etc. Ces différents genres de la littérature font partie intégrante du patrimoine immatériel amazigh, transmis de génération en génération par le biais de l'oralité grâce à la mémoire collective, notamment dans notre région. La littérature orale, l'un des supports de l'expression identitaire, était, comme le montre un immense répertoire, une littérature riche, prolifique et variée. Mais à cause du dénigrement de cette littérature, cet héritage connaît des régressions au niveau de sa production et au niveau de sa réception. Les arts populaires de spectacle font partie également de ce répertoire, notamment Ahidous, qui représente un art typique de cette région de l'Atlas, qui est un réservoir d'un patrimoine vivant. Il constitue un atout de taille pour cette région. Alors maintenant, en ce qui concerne l'articulation entre patrimoine et développement. La notion de développement a plusieurs définitions. Nous reprenons la définition de Michel Vernier, qui l'a définie comme suit, je cite, « Transformation des structures productives et sociales qui permettent une progression cumulative et durable des ressources disponibles pour le bien-être de toute la population. » Le patrimoine, dans ce sens, peut être un moteur mobilisateur des énergies susceptibles de servir de pilier de développement en favorisant son environnement économique et social. Les divers éléments du patrimoine d'un territoire peuvent être l'objet d'une propriété soit privée, soit publique, mais la valorisation de l'ensemble repose sur une approche en termes de biens collectifs, biens dans l'existence, et l'usage a une implication forte sur le bien-être de la collectivité dans son ensemble. La valeur d'un bien patrimonial est liée à celle des autres, comme le montre par exemple le cas d'un monument historique rénové qui peut valoriser un paysage naturel de qualité et permet d'accroître les revenus touristiques. Le patrimoine constitue en quelque sorte un écosystème dont tous les éléments sont interdépendants. La production et la consommation des services issus de ces biens peuvent renforcer l'une l'autre. Ainsi, la présence d'un important patrimoine urbain historique peut être à l'origine d'une demande adressée aux artisans, notamment les tisserands, les tanneurs, les quincailliers, les ferronniers, etc. Il est donc susceptible d'apparaître un cercle vertueux de croissance. La qualité des services des artisans renforce l'attractivité du centre urbain. Pour qu'il en soit ainsi, l'action collective, le plus souvent animée et coordonnée par les pouvoirs publics, est indispensable pour faire converger les actions des divers acteurs vers une grande valorisation du patrimoine. En effet, l'attitude vis-à-vis du patrimoine de la société dans son ensemble est essentielle. Si celle-ci a conscience de ce que les atouts patrimoniaux hérités de son histoire, ils lui permettent d'affermir son identité collective et il pourra dégager des ressources pour son développement territorial. Alors, mais le problème qui se pose, c'est celui des priorités. Quel est le patrimoine à mettre en valeur en premier lieu? Face à la grande diversité des biens à prendre en considération pour une approche patrimoniale du développement, toute étude ou politique doit préciser le type de biens patrimoniaux qu'il s'agit de valoriser en priorité. C'est là un choix qui relève des préférences des divers décideurs, mais qui suppose en toute hypothèse une bonne connaissance de ce patrimoine, de l'importance des inventaires et études de terrain de toute nature. Les préférences exprimées par les uns et les autres, groupes privés responsables politiques des différents échelons, ne sauront être identiques.
L'identification des biens patrimoniaux à valoriser en priorité peut être donc l'objet de conflits qui supposent des arbitrages politiques rendus en fonction du projet de développement de chaque territoire et bien sûr de la nature concrète de ses caractéristiques. Pour conclure, l'importance de l'héritage traditionnel réside dans le renforcement des capacités productives des acteurs économiques qui doit prendre un appui solide sur le socle patrimonial qui est une nouvelle ressource à mettre en valeur et à exploiter. Le développement d'un territoire est lié à la réhabilitation de son patrimoine, porteur d'une histoire, d'émotions, de sentiments, d'idées, de savoir-faire et de symboles. La revalorisation des biens patrimoniaux matériels et immatériels est capable d'apporter une dynamique socio-économique qui est à même d'assurer le bien de la collectivité dans son ensemble. Et merci pour votre attention.